Bienvenue sur les Voix de la Placette, un balado qui met de l'avant des récits de gens de l'Est de Sherbrooke. Mon nom est Marc-Claude Paradis-Vigneault, je suis l'animatrice et la réalisatrice de cette série. Les Voix de la Placette, c'est un projet pour vous raconter, à travers des petites histoires drôles, touchantes et éducatives, l'un des plus beaux quartiers de Sherbrooke. Je dirais même le plus beau, parce qu'on a une magnifique communauté qui fait battre le cœur de l'Est. C'est après m'avoir entendu à la radio parler de ce projet que M. Habibi est venu me rencontrer sur la Placette. Il avait retenu que je cherchais des petites histoires sur notre quartier et ça lui a donné envie de venir me parler de la communauté afghane. Elle est d'ailleurs tellement bien représentée dans le coin de Fleurimont qu'on surnomme même ce quartier le Petit Kaboul de Sherbrooke. Au moment de faire cette entrevue, les talibans avaient repris le pouvoir à Kaboul et le téléphone de M. Habibi sonnait jour et nuit depuis plusieurs semaines. Comme leader de la communauté afghane à Sherbrooke, il recevait des centaines d'appels crève-cœur de familles restées là-bas et de familles d'ici souhaitant aider. Ce fut une rencontre très marquante, à la fois bouleversante, mais aussi très lumineuse. Je le laisse se présenter. Je suis Ismatullah Habibi, directeur général de l'association éducative transculturelle et en même temps je représente dans la communauté afghane. Et j'habite dans l'Est depuis que je suis arrivé, c'est presque 30 ans, donc je ne sais pas 30 ans encore, mais et aussi je fais des bénévolats depuis 25 ans l'année prochaine avec le Festival Tradition du Monde. Puis, quand vous êtes arrivé à Sherbrooke, vous vous êtes installé où? Moi, quand je suis arrivé ici, j'étais toujours dans l'Est. La première place, c'est à côté, 18e Avenue. C'est une petite rue qui s'appelle Rivière. C'est dans l'Est. J'ai été là 4 ans. Après ça, je suis allé, j'ai resté à peu près 20 ans, place des Ormeaux. Donc, juste changé 3 blocs dans la même place. Donc. Puis, qu'est-ce qui vous a amené à Sherbrooke particulièrement plutôt qu'une autre ville au Québec? Moi, j'ai été destiné à Granby. Donc, quand je suis arrivé à Granby, il n'y avait pas de cours de français. Je suis venu ici supposément apprendre le français pendant 6 mois, retourner à Granby. Mais quand je suis arrivé ici, assez rapidement, je trouvais des amis, je trouvais un emploi, je tombais en amour, je dis non, je resterai ici toujours. Donc, c'est pour ça qu'après ça, la communauté a commencé à arriver, tout le monde est commencé dans l'Est parce que les gens ont besoin que quelqu'un l'aide, tout ça. Donc c'est comme ça, il y a la plupart des Afghans, donc 90%, ils habitent dans l'Est. C'est le Petit Kaboul. Exactement, c'est ça. Quand vous êtes arrivé, vous, en 93 à Sherbrooke, est-ce qu'il y avait d'autres familles afghanes? Non, nous autres, moi, avec 2 jeunes, on était les premières familles afghanes qui est arrivée ici. Donc, quand on est arrivé, c'était pas facile non plus parce qu'à tous les niveaux, il y avait, dans l'année 90 quand même, il y avait des racismes ici à Sherbrooke. J'ai commencé petit à petit d'aller, on avait un comité qui s'appelle le comité vigilant avec les autres. Après ça, quand la deuxième vague est arrivée vers 96, j'ai commencé la recherche d'emploi. Et nous autres aussi, dès la première année, ma femme travaillait à Stansted. Moi, je travaillais dans l'imprimerie Prince, c'est à côté de Sherbrooke. Mais on voyait, 10 fois si on avait la chance, 1 fois par semaine. Parce qu'elle travaillait, commençait 4 heures jusqu'à minuit. Moi, j'ai été le matin, donc on avait un petit bébé, elle laissait des petites notes. Moi, je prenais ça d'un autobus à l'autre, aller au chemin Galvin, d'amener mon fils là-bas. Et quand j'arrivais, je laissais des petites notes parce que ma femme ne voulait pas me déranger. Elle arrivait à minuit, donc c'est comme ça qu'on a commencé. Vous, est-ce que au cours des 30 dernières années, dans notre quartier de Fleurimont, vous avez remarqué des changements sur le regard que les gens ont sur vous? Vous me dites, vous êtes arrivé, vous avez senti qu'il y avait du racisme au début. Est-ce que vous avez remarqué des changements dans les 30 années? De jour en jour, parce qu'il y a grâce à des gens qui, soit des Québécois de souche, soit des immigrants qui travaillent à arrache-pied tous les jours de parler. 10 fois ça nous arrive, on dénonce aussi des situations. Écoutez, c'est très minime, même si ça existe. Juste dans les 4 dernières semaines, j'ai reçu à peu près une dizaine de menaces de mort et des gens qui disent « On est honte de toi, pourquoi tu amènes ces réfugiés-là » parce qu'ils ne connaissent pas. Quand M. Habibi mentionne les menaces de mort qu'il a reçues, c'est parce qu'à ce moment-là, on le voyait beaucoup dans les médias.
Lui et d'autres personnes publiques réclamaient au gouvernement du Québec de réouvrir le parrainage privé afin d'accueillir des Afghans persécutés sous le régime des talibans. Tous les jours, l'actualité nous rappelait l'horreur vécue dans ce pays. Quand M. Habibi parle de ces menaces, il veut toujours aussi rappeler que c'est une minorité de gens. Mais j'ajouterais que c'est une minorité qui fait beaucoup de tort, même si elle est infime, à des gens qui ont déjà énormément souffert. Quand moi, je suis parti de Kaboul, c'est très, très douloureux aussi. La première journée que j'arrive de mon travail, ma fille qui avait 3 ans dit « Papa, quand est-ce que je vais mourir? » Et j'avais larmes dans les yeux. Je dis « Laisse pas mourir, pourquoi? » Parce qu'il y avait quelqu'un qui vendait des fruits et il y a un bombe qui est arrivé et tué devant chez nous, devant un petit enfant qui est innocent. Mais comme ça, j'ai sorti ma femme et ces 2 enfants-là est allée en Inde 2 ans. Je ne pouvais pas sortir parce que j'ai déjà travaillé. On était surveillés par les Russes. Je ne pouvais pas partir, quitter. Mais ma femme, même si elle était enseignante, mais nous autres, on a fait comme un passeport pour elle, femme de ménage. J'avais des amis, on l'a sorti, mais elle est revenue. Après ça, encore, ça devenait de pire en pire. Elle a parti en Inde. Encore, ça restait 2 ans, sans nouvelles. Je ne pouvais pas téléphoner, je ne pouvais pas écrire. Ma fille, qui est la deuxième, qui travaille présentement pour le gouvernement fédéral, elle, toujours, elle frappait les murs et disait, sa mère disait, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben, je vais casser ce mur-là, sortir mon père. Donc, tu vois, les enfants, c'est grandi comme ça, mais c'est pas été facile parce que 10 fois, les gens pensent que c'est facile. Et la mission en question qui avait laissé une menace, deuxième journée, il m'a appelé. Je lui ai dit, écoute, tu sais de quelle façon qu'ils viennent ces gens-là ici? Eh bien, pourquoi ils viennent pour islamiser le Québec, tout ça? J'ai dit, écoute, s'ils étaient d'accord avec les islams, ils restaient là. Parce qu'ils contre ces gens-là qui sont par ici. Comme je disais, c'est pas facile, mais la bataille est toujours là. Il faut qu'on continue. J'aimerais croire que les gens qui expriment du racisme envers les personnes réfugiées ou immigrantes, que ceux qui envoient des menaces de mort à M. Habibi, c'est surtout par peur et par méconnaissance. Toutes les personnes qui ont dû quitter leur pays pour des raisons humanitaires ont une histoire à raconter, et chacune de ces histoires mérite d'être entendue à cœur ouvert. Quand M. Habibi est venu me rencontrer sur la placette, il avait une anecdote en particulier en tête. Celle-ci est comme une fable de l'Est sur la réciprocité et l'ouverture à l'autre. Ça faisait à peu près 6 ans, je restais à Place des Ormeaux. Il y avait des familles qui sont venues. On a mis, je pense que si je ne me trompe pas, 3 ou 4 dans le même bloc. La propriétaire, il m'appelle, il dit « Monsieur Habibi, tout le monde, il y avait 6-7 Québécois qui étaient là. Il dit les autres, ils n'aiment pas, tout le monde veut déménager, il faut que tu fasses quelque chose, sors tes jambes. » Je dis « Pourquoi? » Il dit « Ben, je ne sais pas, les gens, surtout les femmes, ils n'aiment pas ça. » Je dis « OK, organise-moi quelque chose. » Il dit « Comment? » Je dis « Fais une réunion, donne-moi juste une seule chance, c'est fini là. » Mais je demandais à des familles de préparer la nourriture, tout ça en haut. J'arrive, à un moment donné, il y a 7-8 personnes qui sont assises. Je voyais qu'il y a une dame, je dis, Madame, est-ce que vous voyagez? Elle dit, oui. Je pense que je ne voyage pas, je suis à la retraite. OK, je demande à tout le monde voyage, tout ça. Et qu'est-ce que vous aimez quand vous allez dans un deuxième pays? Bien, on veut que les gens sont accueillants, les gens devraient parler avec nous, considérer. Donc, il fait son petit discours. Je dis, ben, on va manger, on va discuter après. Donc, les gens amènent de nourriture et trouvent que c'est très, très bon. Sinon, il avait fait la plante, c'est trop épicé, c'est dégueu. Donc, ils mangeaient tout ça. Après ça, je dis à la famille, amène 5-6 assiettes. Madame, vous pouvez amener un peu à la maison. Donc, c'est fini là. J'ai dit, savez-vous, ces gens qui sont immigrants ici, qui sont venus de l'Afghanistan et des autres pays, ils sont perdus tout. Aujourd'hui, tout ce que ces gens-là ils demandent, c'est bien accueillir et montrer comment ces gens-là ils commencent à vivre. Je ne dis pas que, bon, donner un peu plus pour les gens qui étaient là. Et après ça, ça fait 25 ans dans le même bloc, j'ai encore des gens. L'autre jour, j'ai été au gym, quelqu'un qui dit « Hey, tu aimes d'être vedette? » Je dis « Quoi? » Il dit, ben, je te regarde tous les jours. Pourquoi que les immigrants viennent ici, ils ne vont pas même intégrer? Je dis, qu'est-ce que je peux dire? Il y a 5-6 autres personnes qui me regardent.
Je disais, ben, tout ce que tu dis, c'est vrai, Carlis de tabarnak. Il dit, t'es sacre? Je dis, ben, c'est ça qui me reste. Je paye le taxe, je fais tout. À un moment donné, tout le monde a commencé à rire. Et présentement, même pas 2 semaines, ce monsieur est devenu mon ami. Il dit, ben, je n'ai pas réalisé. Je dis, ben, regarde, tu fais ça. Moi, je donne mon taxe. Je n'ai jamais été sur chômage. Quoi que ce soit, ça fait presque 30 ans. Mais tu dis, tu n'intègres pas. Mais c'est la seule chose, je ne sacre pas. Donc... Parce que c'est pas dans mon genre. Donc, des fois, c'est des petites anecdotes de même. Mais comme tu dis, heureusement, c'est très, très minime. Donc, aujourd'hui, je plane des amis, même dans le quartier. Comme je sors, si les gens ne me disent pas bonjour, je dis bonjour. Donc, des fois, les gens, 2 jours, 3 jours, des femmes, des hommes qui marchent, ils disent rien, mais 4e jour est tanné, il va dire bonjour, comment ça va, vous venez d'où? Donc, c'est comme ça qu'on commence. Mais la bataille, comme je disais, tous les jours, est là. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut dire que c'est juste aujourd'hui et demain, ça va être fini. Donc, c'est toujours en bataille. La persévérance de M. Habibi, toute l'énergie et le temps qu'il met à sensibiliser et éduquer la population, ça me fascine. Malgré toutes les épreuves qu'il a vécues, les tragédies qu'il a surmontées, il y a une flamme en lui qui ne s'éteint pas. Puis même si parfois il a dû confronter des paroles racistes, des regards désapprobateurs ou des gestes discriminatoires, pour lui, c'est marginal. Il reste profondément attaché à notre quartier. Il en parle avec beaucoup de reconnaissance. Moi, assez souvent, je laisse ma voiture ouverte, la porte, mais dans certains quartiers, je ne peux pas le faire. Donc, pourquoi? Parce que tout le monde se connaît un l'autre et les gens nous voient c'est qui passe ici. Donc, c'est aussi la tranquillité. Il y a moins de voitures, moins de va-et-vient et la qualité de vie est là. Même, il peut cultiver des bons fruits ici. Moi, ça fait 5 ans que j'ai acheté ma maison. J'ai déjà des pommes, des prunes, tout ce que tu veux. Donc, il y a plein de places. Et je reste toujours ici, mais jusqu'à la fin de vie, je vais rester ici, même si mes petits-enfants et les enfants sont à Ottawa. Mais je préfère ici. N'importe où que je vais aller, je vous jure, dès que je dépasse Mont-Orford, je regarde Sherbrooke, je dis, hey, je suis arrivé. Donc, mais vous êtes un fier représentant à la fois de la communauté afghane, merci. De Sherbrooke et plus particulièrement de Fleurimont. Oui, merci beaucoup. Nous vous invitons à poursuivre votre écoute des Voix de la Placette pour découvrir d'autres récits de l'Est, des petites histoires à la fois drôles, touchantes et qui se relient entre elles. Ce balado a été rendu possible grâce au soutien financier d'Entreprendre Sherbrooke dans le cadre du projet Rue principale King Est. Les Voix de la Placette a été produit et réalisé par Marc-Claude Paradis-Vigneault avec David Elias, preneur de son, Elgui Pixinen, monteur, Mélanie Gauthier à la création et au montage sonore et une musique originale de Daniel Toussaint.